j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Madame Déborah Farji-Haguet. Vous êtes traductrice indépendante depuis 1998, français, anglais, espagnol et interprète de conférences français-espagnol depuis 2006. Vous vous êtes spécialisée dans les domaines des arts, de la culture et du luxe, ainsi que dans les secteurs de l'espace et de l'aéronautique. Vous avez été chargée de cours en traduction espagnole dans le cadre du Master Industrie de la langue et traduction spécialisée ILTS de l'Université Paris Diderot pendant 20 ans. Aujourd'hui, vous y enseignez une introduction à l'interprétation. Vous avez enseigné également la prise de notes pour l'interprétation consécutive et la traduction à vue à l'Institut de Management et de Communication interculturelle, ISIT. Et aujourd'hui, vous enseignez l'interprétation à l'Université de Grenoble-Alpes. Je voudrais avoir vos réflexions aujourd'hui en tant que traductrice. Alors, la première question que je vais vous poser, comment en êtes-vous venue à la traduction? Quel a été votre parcours? Était-ce une vocation première? Alors, merci beaucoup pour cet entretien. Euh, alors, moi, je me suis intéressée à la traduction après avoir fait des études de français en Argentine. J'ai suivi 4 ans d'études universitaires, donc l'équivalent d'une licence en Argentine, mon pays d'origine, et pour enseigner le français aux Argentins. Et je voulais, en réalité, ce qui m'intéressait, c'était le français avant la traduction. Et donc, je voulais tout faire, tout connaître, tout étudier concernant le français, donc à commencer par l'enseignement, et puis donc la traduction et l'interprétation. Et, et c'est comme ça qu'ensuite je suis arrivée en France pour poursuivre mes études et j'ai suivi à l'époque ça s'appelait un 2 c'est l'équivalent du master actuellement en traduction à l'ESI, l'école de traduction qui dépend de la Sorbonne Nouvelle. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous êtes née en Argentine, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, Et je suis arrivée en France quand j'avais 22 ans. d'accord. Et le français, vous l'avez appris quand vous étiez en Argentine? C'est ça, j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 12 ans, à l'Alliance française, comme la plupart des étrangers qui apprennent le français hors de France. Et donc, après avoir fini mes études à l'école secondaire, l'équivalent du bac, j'ai poursuivi à l'université en Argentine, donc comme je vous disais, pour être professeur de français langue étrangère. Et puis ce n'est qu'après que je me suis intéressée à l'anglais, ou à peu près vers l'âge de 18 ans quand je me suis dit que l'anglais aussi allait être utile pour moi à l'avenir et surtout qu'il fallait aussi que j'apprenne l'anglais pour pouvoir suivre un diplôme de traductrice en France. C'est là que j'ai commencé à apprendre l'anglais. D'accord. Donc, parmi ces 3 langues, que vous pratiquez, laquelle des langues, celle que vous préférez? Est-ce que c'est le français, l'anglais, l'espagnol, Alors, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Donc, je traduis vers l'espagnol. D'accord. Euh, je dirais 90% du temps, je traduis vers l'espagnol, à partir du français en général et de temps en, et assez régulièrement quand même aussi à partir de l'anglais. Et moi, je dis toujours que le français, c'est ma langue de cœur et le français. Et donc, l'anglais, c'est la langue de raison. C'est une langue que j'ai étudiée parce que je savais que ça allait être utile professionnellement. Mais maintenant, j'aime bien l'anglais aussi. Mais au début, ce n'était pas mon premier choix. D'accord. Donc vous n'avez pas d'origine, vous êtes lié à la France par des origines ou, non? Non, pas du tout. Par mes études uniquement. D'accord, très bien. Donc, je sais que, vous avez été contacté par le musée, de Cluny, pour traduire des panneaux de la salle du musée de Cluny. Pourquoi on vous a contacté, vous?
Alors, c'est une bonne question. Moi, donc, comme vous l'avez dit, je travaille dans le domaine des arts et de la culture depuis longtemps. D'accord. Et j'avais déjà traduit une dizaine d'ouvrages, des catalogues d'art. J'avais travaillé pour des expositions temporaires, pour d'autres musées. Et je pense que quand on se fait une spécialité, les gens se passent aussi les noms entre collègues. Et donc, mon nom avait été communiqué au musée de Cluny par un autre musée. Et il y a eu une mise en concurrence et j'ai été sélectionnée. Ah, d'accord, très bien. Effectivement, c'était la traduction en 2021 des panneaux de toutes les salles du nouveau réaménagement du parcours muséographique du musée. D'accord, donc si vous êtes encore contacté par d'autres, musées, vous n'hésiterez pas à faire le même travail, c'est ça? Bien sûr, c'est très intéressant. Euh, je, Là, ce qui était particulier, c'est que c'était les panneaux permanents, donc les panneaux de salle. Donc, je me dis que quand les visiteurs étrangers, les visiteurs hispanophones visitent le musée de Cluny, ils lisent ce que j'ai écrit et ça me fait plaisir. Ça permet de diffuser l'histoire des France à l'étranger et et je suis contente d'y participer. D'accord, très bien. Alors, je vois que vous êtes spécialisé dans certains domaines et donc la question que je vais vous poser, est-ce que, un traducteur doit forcément se spécialiser dans un domaine? Alors, moi, je suis spécialisée dans plusieurs domaines, c'est-à-dire que je n'ai pas un seul domaine de spécialisation, mais ça, je dirais, c'est un peu le fruit une combinaison entre un choix des traducteurs et un peu le fruit du hasard aussi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du luxe, par exemple, en horlogerie en particulier, c'était vraiment par hasard, par connaissance, et ce n'était pas un choix personnel. Et puis, l'aérospatial, c'est un domaine dans lequel j'avais fait un début de recherche et donc ça m'a conduit aussi après de bouche à oreille à travailler dans ce domaine-là. Mais donc, moi, je ne suis pas spécialisée dans un seul domaine. D'ailleurs, l'aérospatial, c'est assez différent du domaine culturel et j'aime bien cette variété. J'aime bien passer d'un domaine à l'autre. Euh, Parce que je trouve que c'est une richesse et ça permet de lutter contre l'ennui aussi, mais il y a des traducteurs qui, eux, se sont spécialisés dans un seul domaine, qui peut être par exemple le médical ou le juridique ou le financier, et qui le vivent très bien et qui aiment très bien ça, qui aiment ça. Euh, Être spécialisé, ça a l'avantage justement de bien connaître un domaine, de pouvoir approfondir les choses, d'être plus performant aussi, de pouvoir traduire plus vite, de connaître les clients, les connaître l'environnement. Et donc, c'est certainement un avantage. Mais encore une fois, moi, j'aime bien cette situation où j'ai plusieurs cordes à mon arc quand même pour passer d'une chose à l'autre. Je trouve ça très bien. D'accord, donc la question que je vous pose, maintenant, c'est, je voulais savoir si le traducteur, est censé être une personne autonome, qui n'aurait pas besoin, d'un avis extérieur? Alors, on est autonome parce que la grande majorité des traducteurs travaillent à leur compte en tant que profession libérale ou micro-entrepreneur ou en tout cas à leur compte. Donc, on est obligé de gérer aussi bien les traductions que la comptabilité, que la relation avec les clients, euh, la prospection. Donc, Mmh. dans ce sens-là, oui, on est autonome, mais on n'est jamais tout seul. On travaille toujours avec des collègues. On est en contact justement avec ces mêmes clients qui peuvent
aussi vous donner des informations sur la traduction que vous êtes en train de faire, ou bien des collègues sur qui on peut compter, soit pour faire un travail à deux, avoir une relecture croisée, ou pour simplement poser des questions dans notre réseau de connaissances pour, sur des termes ou sur la manière de traduire telle ou telle chose ou sur des questions administratives. Donc, on n'est jamais seul de toute manière. D'accord. Et moi, depuis le moment où j'ai commencé à traduire, j'ai fait le choix d'adhérer aussi à des associations professionnelles de traducteurs. Et donc, en général, tous les traducteurs ont un réseau de collègues sur qui compter. D'accord, très bien. Hem, donc la question suivante, quelle a été votre première traduction, et qu'en pensez-vous aujourd'hui? Alors, ma première traduction, c'était une traduction que j'ai faite alors que j'étais encore étudiant. C'était un livre sur l'emballage sous vide des produits carnés et des produits frais. Mmh. Et j'ai fait ça pour un laboratoire de recherche. Et euh, la particularité de cette traduction, c'est que je l'ai faite à la main. Ah, Je n'avais pas encore d'ordinateur et donc je la regarde un souvenir un peu amusé parce que forcément c'était une autre époque et c'était aussi une époque où il fallait se rendre en bibliothèque pour faire ses recherches parce qu'il n'y avait pas Internet encore. Donc c'est quelque chose une manière de travailler dont on pourrait rire aujourd'hui, mais c'était comme ça qu'on traduisait à l'époque. c'est, intéressant. Donc la question que je vous pose maintenant, c'est, je voulais savoir si vous êtes cibliste ou sourcière? Alors, en général, je suis pardon, non, cibliste. Cibliste, c'est-à-dire que j'essaye toujours d'adapter la traduction à la langue vers laquelle je traduis. D'accord. Hum, Il y a peu de domaines dans lesquels je pense j'aurais tendance à être sourcière, peut-être le domaine juridique, un peu plus, évidemment. Euh, Lequel des domaines? J'ai pas le très domaine juridique, juridique. d'accord, oui, d'accord. Oui, certainement. C'est, plus strict, hein, donc c'est figé, j'imagine. C'est plus figé, il y a des choses qui ne peuvent pas être adaptées, on ne peut pas coller un système judiciaire sur un autre, donc là, il faut faire très attention. Oui, c'est particulier. Donc je voulais savoir, connaître les outils, que vous utilisez en traduction, quand vous traduisez. Alors, donc depuis le temps où je traduisais à la main avec un papier et un stylo, évidemment, la station a beaucoup évolué, donc j'ai un bureau avec un ordinateur, avec deux grands écrans, avec des logiciels de traduction assistés, euh, je consulte énormément de bases de données en ligne, je consulte Internet en permanence. euh, Derrière moi, j'ai toute une bibliothèque de livres, des dossiers personnels et des dictionnaires. C'est impossible de travailler sans outils, que ce soit les dictionnaires papier que j'utilise de moins en moins ou des dictionnaires informatiques, enfin, en ligne ou des outils d'aide à la traduction, des correcteurs d'orthographe aussi, bien sûr, on a toujours des outils. Ça fait partie du métier. D'accord, très bien. Alors est-ce qu'un professionnel de la traduction peut traduire, sans outil de traduction? Non, ça, c'est pas possible, c'est ce que vous venez de Non, je ne pense pas. c'est la réponse que vous venez de me donner, donc alors la question suivante, que pensez-vous, des traducteurs qui disent, que la traduction, c'est de l'écriture? C'est vrai, c'est inévitable, hein. Euh,
ce que l'on recherche surtout, c'est si on parle de traduction donc écrite, hein, c'est un produit fini qui soit agréable à lire et fluide dans la langue dérivée, donc dans la langue cible. Et pour ça, il faut avoir un très bon style et il faut travailler l'écriture. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille essentiellement vers sa langue maternelle, parce que c'est celle qu'on maîtrise le mieux a priori. Oui. Et d'où l'importance d'avoir une très bonne maîtrise de sa propre langue. D'accord. C'est-à-dire que le lecteur, qui va lire la traduction, il ne va pas se rendre compte que c'est une traduction, c'est ça? Dans la plupart des cas, il vaut mieux pas. D'accord. Et encore une fois, il y a quelques exceptions près, comme dans le domaine juridique, par exemple. Oui, bien entendu. Alors, est-ce que la lecture, ça aide à mieux traduire? Donc là, ça com c'est une question, la suite de la précédente? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, moi, je lis beaucoup, je lis des tout. Je pense que ce qui aide beaucoup, c'est la curiosité, euh, D'accord. avant tout, c'est-à-dire, et la lecture en fait partie. Quand on est avide de connaissances, quand on veut connaître comment le monde fonctionne, on s'informe et ça passe souvent par la lecture, que ce soit des livres, des journaux, des sites web, tout est matière à, tout alimente le traducteur. D'accord. Alors, pendant votre, lorsque vous traduisez un texte, est-ce que, il vous arrive d'avoir des blocages, de traduction? Et si c'est le cas, quels sont vos réflexes à ce moment-là? Alors, oui, ça arrive, bien sûr. Les phrases ne viennent pas toujours du premier coup. Alors, soit on est bloqué à cause d'un terme technique, qu'on ne trouve pas le terme exact. Donc là, il faut faire beaucoup de recherches jusqu'à ce qu'on trouve, ou consulter même des spécialistes du domaine. Et soit on peut être bloqué par une question de style, parce qu'on cherche, par exemple, une autre manière de dire la même chose et on ne trouve pas la phrase qui nous plaît, Mmh, et ou tout simplement on a besoin d'un synonyme qui ne vient pas spontanément. Donc là, par exemple, il y a des dictionnaires de synonymes qu'on peut consulter. J'ai aussi des petites fiches papier, des petites Bristol, des petits Bridgestone avec des listes de mots. Par d'accord, exemple, des synonymes du mot important ou des synonymes du mot faire, pour justement varier l'écriture et ne pas dire tout le temps la même chose euh, de la même façon. d'accord, très bien. C'est très intéressant, les fiches, que vous venez de citer. Donc, est-ce que, lorsqu'on connaît l'univers de l'auteur, heu, ça nous aide, mieux à traduire? Forcément, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Bon, moi, je ne traduis pas de romans en règle générale. Moi, traduis des livres, mais je traduis aussi beaucoup de documents pour des entreprises. Et donc, plus on connaît les, euh, ces entreprises, ou l'univers, Oui, euh, l'univers, euh, l'environnement, on va dire, de ce qu'on est en train de traduire, bien sûr, qu'on a une connaissance plus fine, hein, justement du contexte, et ça aide forcément à traduire, oui. Ça aide à comprendre déjà dans un premier temps. d'accord. Alors, alors la question, qui relève, du matériel, donc, est-ce qu'on peut gagner, notre vie en traduisant? Et si oui, combien de livres on doit traduire par mois? Si ce n'est pas le cas, pourquoi on ne peut pas gagner, en traduisant sa vie? Donc voilà, et voilà, c'est ça la question. Alors, comme je viens de vous dire, moi, je ne traduis pas que des livres. Oui, Euh, En réalité, c'est une petite part de mon activité. Voilà, la plupart du temps, je travaille pour pour des entreprises ou pour des institutions et euh, publiques, nationales ou internationales d'ailleurs.
Et moi, et je suis aussi traductrice et interprète. J'ai une partie de mon activité qui est l'interprétation, donc la traduction orale. Et, et j'ai traduit depuis que j'ai commencé mon activité, c'est-à-dire en 1998, Ouais, ouais, ouais. Donc, une quinzaine de livres, à peu je près. sais que vous avez traduit Leonardo Padura lors d'une master. Non, je l'ai interprété. Je ne C'était l'ai pas traduit. Non, je l'ai interprété. interprété. J'aurais Oui, bien vous aimé l'avez. le traduire, mais il a de très très bons traducteurs. Bon, Ouais. moi, je l'ai interprété dans un festival littéraire au Havre, effectivement, quand il est venu en 2019. C'est un moment que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Mais donc, pour revenir à votre question, moi, je travaille sans interruption depuis 1997 et je gagne ma vie en traduisant et en enseignant la traduction et l'interprétation. Donc, oui, c'est possible. Après, effectivement, là, quelqu'un qui ne travaillerait qu'en traduction d'édition, donc qui ne traduirait que des livres, euh, c'est possible. Je ne peux pas vous dire combien de livres il faut traduire. Pour moi, de toute manière, en général, disons que pour traduire un livre, le plus souvent, on a besoin de plus d'un mois. Donc, ce n'est pas combien de livres par mois, mais plutôt combien de mois pour un livre. Mais c'est vrai qu'il faut être occupé en permanence pour pouvoir vivre de la traduction. Alors, je pense que comme vous traduisez pas de livres, c'est surtout vous travaillez directement avec les entreprises. Oui, Euh, donc la question que vous voulez poser, c'est par rapport à l'auteur, mais euh, là, quand vous avez, par exemple, quelques difficultés à traduire quelque chose, euh, de la documentation par rapport à une entreprise, vous contactez, j'imagine, directement l'entreprise. Euh, donc, oui, c'est possible, effectivement. Si je suis en relation directe avec le client, ce qui est le cas la plupart du temps en ce qui me concerne, oui, bien sûr, je peux poser des questions au client ou bien je mets des commentaires à ma traduction, à la marge, pour pouvoir échanger avec le client après la livraison de la traduction. mhm. D'accord. Donc, une autre, la question suivante, c'est quels sont les conseils que vous pouvez donner à un apprenti en traduction? Beaucoup traduire. Beaucoup traduire. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. On, on s'améliore avec l'âge, comme le bon vin. D'accord. On- donc, il faut beaucoup traduire, il faut se faire relire, il faut continuer à se former toute sa vie dans toutes ses langues, y compris sa langue maternelle. Il faut apprendre à utiliser les outils, il faut suivre l'évolution du métier. Euh, il faut être contact avec d'autres traducteurs. Tout ça, ça aide à être un meilleur professionnel. Il faut continuer à lire en permanence. Ça ne s'arrête jamais.